Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Mali a répondu aux propos biscornus de Sébastien Lecornu. Ah oui, une seule phrase a suffi. Une seule. Pour rejeter en bloc. D'abord, de façon spirituelle, tout ce que Sébastien Lecornu a dit et prévoit. Et, sur le plan matériel, on met les moyens en jeu pour ça. Le Mali a dit une chose qui est claire. L'avenir du Mali, le sort du Mali, ne s'écrit pas, n'est pas décidé à Paris. Fin de citation. Quand le gouvernement malien dit ça, ça y est, nous sommes contents. Il y a quoi d'autre à dire là? Si l'avenir du Mali s'écrivait à Paris, là, nous on allait s'inquiéter. C'est ça l'indépendance. Ce que le cornu, cet homme biscornu, a oublié, c'est que, mais nous ne sommes plus au temps de la colonisation ou du néocolonialisme. Non, plus avec le Mali. Hein. Ça, il fait ça avec d'autres pays, le Gabon, le Cameroun, le machin, tout ça là, qui n'ont pas encore pris des dispositions très claires et dures. Mais le Mali, c'est fini. Le Mali, c'est fini. Le Burkina Faso, c'est fini. Le Niger, c'est fini. Maintenant, nous attendons que le Tchad aussi puisse tomber. Et nous allons nous battre pour ça. Mais quand le président, le gouvernement malien, dit que l'avenir ne s'écrit pas, c'est quoi ça? L'avenir ne s'écrit pas. Non. Ça ne s'écrit pas aux Nations Unies. Vous savez, la plus grande bataille, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, du Mali, c'était de faire partir Barkhane. Ça, c'était la plus grande bataille. Mais cette bataille-là, elle n'a pas eu lieu. Le combat n'a pas eu lieu. Le Mali a gagné par chaos. Parce que c'est Emmanuel Macron qui a retiré ses troupes. Quand il faisait des déclarations stupides, là, c'était la faute à qui? C'était pas la faute au Mali. C'était pas Assimi Goïta qui lui avait demandé ça. Mais il ne peut pas travailler avec des dictateurs, il ne peut pas travailler avec des putschistes, il ne peut pas travailler avec ceci. Mais il travaille bien avec le général Nguema. Celui qui avait signé les accords pour faire venir Serval, c'était un putschiste. C'est pas Ibeka. Oui. C'est Sanogo. C'est pas Ibeka. C'est un putschiste. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Tout ça, ça montre bien que la France est en perte de vitesse. Vous savez comment le Mali a rejeté Air France? Air France qui vous faisait 500 millions de francs CFA par jour, au Mali seulement. Oui, la destination Paris-Mali, 500 millions. 3,5 milliards par semaine.
Alors, il y a 300 et quelques, 30 et quelques semaines par an. Vous savez combien ça fait? C'est une masse. Voilà. Donc, ça montre bien que la France n'a plus le contrôle. Si elle avait le contrôle, pourquoi elle n'a pas imposé Air France? Air France, là, qui a chassé Air France? C'est le Mali? Ce n'est pas le Mali qui a chassé Air France. Non, 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 non. Le Mali a seulement assumé la décision de Air France. C'est Air France qui a pris une décision de suspendre les vols de façon unilatérale. Ce n'est pas le Mali, non. Elle n'a pas consulté le Mali. Donc ils ont pris la décision et après ils se rendent compte, mais on a tout perdu là, il faut repartir. Les Maliens disent non, le vin est tiré, maintenant on va le boire. Et on va le boire, nous, on va le boire jusqu'à la lie. Parce que le Mali est en train de mettre en place sa propre compagnie aérienne avec la Russie. Vous allez faire quoi maintenant? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez combattre la Russie? Non, c'est pas possible. Poutine, il est trop fort. Il est trop fort. Il est au-dessus de tout. Bref. Donc, vous voyez, ça dit que le combat n'a pas eu lieu. Vous allez voir. Mais, Kidal, il n'y aura pas de combat. Il n'y aura pas de combat. Ce que le Cornu a dit là, hein, c'est la peur. Est-ce qu'il a, il a peur dans les couilles là? C'est sûr que quand il était assis là, il a dû pisser dans le pantalon. Parce qu'il sait qu'il a tout perdu. Oui, ils ont tout perdu. C'est-à-dire que les Français sérieux qui observent la politique française en Afrique là, savent que la France a tout perdu. Elle ne va plus se relever. Et ils veulent maintenant faire un coup d'État au Cameroun. Ils disent que là, on fait le coup d'État avant que Paul Biya ne fasse la transition, avant que Paul Biya ne meure ou de transmettre le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ils veulent prendre le contrôle par un coup d'État. Au Cameroun, là, c'est ça qui est en train de se passer. C'est ce qu'ils sont en train de chercher. Vous voyez, donc, l'avenir ne se joue plus en France. Quand Assimi Goïta a fait son coup d'État, les deux coups d'État, Macron est tellement bête qu'il dit un coup d'État dans un coup d'État. Tu fais le coup d'État et tu fais encore un autre coup d'État contre toi-même. Vous voyez comment il est bête? Stupide. Bref, quand il a fait le coup d'État, est-ce qu'il y a eu effusion du sang? Personne n'est mort. Il a pris seulement. Parce que ça se passe aussi au niveau spirituel. C'est la deuxième dimension. C'est une autre dimension. C'est que nos ancêtres sont en train de faire leur travail à cause des pleurs que nous avons présentés. Nous avons tellement pleuré, les Africains. Nous avons trop pleuré. On a trop fait couler notre sang. Les ancêtres ont compris. Et ils sont en train de régler la situation petit à petit. Ceux qui comprennent, ils seront tranquilles. Les chefs d'État qui ne vont pas comprendre, vous allez voir comment ils vont tomber un à un. Idriss Déby, là, s'il persiste à garder ces putains de soldats, de mercenaires français sur son sol, vous allez voir son sort. Vous allez voir le sort qui est réservé à Idriss Déby. Son père, qu'est-ce qu'il a eu? Est-ce que ce sont les Tchadiens qui l'ont tué? Ce n'est pas les Tchadiens qui l'ont tué. Ce ne sont pas les Tchadiens qui l'ont tué. Ce sont les services secrets français. Voilà la vérité. Donc, n'importe quel chef d'État qui va insister avec les Français. Vous voyez Nguema? Si Nguema persiste à garder les Français là, vous allez voir ce qui va lui arriver. Peut-être pas par la faute des Français. Ça arrivera. Les Gabonais vont le faire partir. Aucun chef d'État ne peut résister maintenant à ce vent du panafricanisme qui est en train de venir. À cette jeunesse qui est déterminée pour reprendre sa souveraineté. Quelles que soient les alliances que vous voulez faire. Vous avez vu Tshisekedi? Tshisekedi a fait un virage. C'était Tshisekedi qui a maté les gens parce qu'ils avaient manifesté contre la MINUSCA. C'est lui-même, la MONUSCO plutôt, pardon.
C'est pas le Tshisekedi qui hier était à l'Assemblée générale de l'ONU, il est passé au Conseil de sécurité pour demander le départ immédiat. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont en train de partir là. Maintenant, ils sont en train de voir comment il faut faire pour relancer la guerre afin de remettre les choses en main. Et Tshisekedi, qui a combattu? Tshisekedi a fait le gros dos, mais il y a une jeunesse qui s'est levée, des patriotes, qui sont en train de donner, mais ils n'ont pas de formation, rien. Ils sont en train de donner des chaos à l'armée rwandaise via le M23 et l'armée ougandaise. Vous voyez donc, l'avenir, en fait, elle ne se joue plus à Paris. Parce qu'avant, chaque fois qu'il y avait un coup d'État, il fallait l'aval de la France. Si vous n'avez pas l'aval de la France, vous ne pouvez pas tenir. Maintenant, on fait un coup d'État. Les Français sont surpris qu'il y ait un coup d'État. Et toutes les dispositions qu'ils veulent prendre pour arrêter le coup d'État, eh ben, c'est eux-mêmes qui tombent. Ils l'ont fait avec Damiba. Ils ont voulu court-circuiter. Damiba lui-même pouvait avoir la volonté. Vous croyez que Damiba est fou? Damiba voulait bien. Mais ce sont les Français qui l'ont repris. Et comme il était faible d'esprit, parce qu'il aimait le champagne, il aimait la belle vie et tout, ben, qu'est-ce qu'il a? Ça l'a rattrapé. Il est parti. Pareil pour Tchani. Il a fait un coup d'État, pas une seule goutte de sang qui a coulé. Et vous voyez bien la marque des nouveaux coups d'État. Où la France n'est pas impliquée. Où la France n'est pas sollicitée. Vous voyez pourquoi? Vous savez pourquoi ce qui se passait avant? Tous les chefs des gardes présidentielles étaient des Français. Donc, comme ils étaient à la tête, ils pouvaient facilement manipuler, manigancer, pour tuer les gens, nos chefs d'État comme ils voulaient. Mais depuis, ils ne sont plus là. Et ceux qui sont venus ont compris que non, le problème, ce n'est pas le CFA. Avant, les gens se disaient, ils avaient peur de quoi? Mais des sanctions. Ah, si vous faites un coup d'État sans l'accord de la France ne va pas vous donner l'argent, la France va suspendre l'aide et tout. C'est pour ça que les gens avaient peur. Donc, il fallait consulter la France. Et donc, quand vous faites un coup d'État, même si c'est pour des bonnes raisons, eux, ils vont trouver les moyens pour contourner, pour déjouer ça à leur avantage. Mais maintenant, les gens n'ont plus peur de leur aide au développement, leur aide alimentaire. Le Mali n'a plus d'aide alimentaire depuis, aide au développement, là, depuis que Assimi Goïta est là. Il n'y en a plus. Le Burkina Faso, depuis que Traoré est là, plus d'aide. La Goa, là, on les a sortis. Le Niger, là, les Américains aussi ont suspendu l'aide. Les Français depuis longtemps. L'Europe, l'Union européenne, suspendu l'aide. Ils ne vivent pas. Ils vivent même mieux. Et on trouve qu'on a toujours des populations contentes. Et les jeunes là, ils sont contents de vivre en paix. Malgré leur misère. Voilà ce qui fait notre force. Ce qu'eux, ils ne comprennent pas. Parce que chez eux, là, quand il y a des problèmes que nous avons là, coupure d'électricité, de ceci, de cela, mais vous allez voir les suicides en cascade. Chez nous, il n'y en a pas, les gens sont contents. Au contraire, on encourage le président. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Eh oui. Je vous dis, il y a eu un président au Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, élu démocratiquement. Le premier président élu démocratiquement au Congo-Brazzaville. Il arrive, la France bloque les finances. Les opposants crient gouvernement Yanzala. Le nom qu'on avait donné, gouvernement Yanzala. Le gouvernement de Pascal Lissouba, c'est un gouvernement de la misère, de la famine. Nzala, c'est avec de la famine. La France était surprise de voir un jour Pascal Lissouba en train de payer les salaires avec l'argent qui venait de Paris, sans l'accord de François Mitterrand et du gouvernement français. Une opération que Pascal Lissouba avait montée avec les Américains. Ça, c'est la spiritualité maintenant. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Après, Lissouba est rentré dans la franc-maçonnerie. Il est rentré dans ces jeux-là et tout. Il a perdu. Il a perdu le pouvoir. S'il n'était pas rentré dans ça, il n'allait pas perdre le pouvoir. Il allait gérer, finir son mandat, peut-être avoir un deuxième mandat, et puis s'en aller tranquillement. Mais comme il est rentré, il a perdu le soutien spirituel qu'on avait, le soutien spirituel de nos ancêtres. Et ça l'a fait couler. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas la rigolade.
Ce n'est pas la rigolade. Si vous regardez très bien, c'est maintenant que le Mali est en train de mener des combats. Mais avant, le Mali ne menait pas des combats. Quand Barkhane partait là, si Assimi Goïta avait peur, si Assimi Goïta attendait de l'aide, il ne pouvait pas, lui-même il allait démissionner, on venait prendre. On allait même prendre le cornu là, pour venir diriger le Mali. Mais comme il s'est dit, bon, vaut mieux, on fait avec nos moyens, les moyens du bord. Et Dieu va nous donner comment la direction à prendre. Changer de partenaire, ainsi de suite. Et puis voilà, ça a donné les fruits que ça donne. Donc même là, le Mali ne tombera pas. L'avenir du Mali ne s'écrira plus jamais en France. Je dis bien plus jamais, même après Assimi Goïta. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakolé Hervé Yamalev. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.